Même quand on m'en parle pas, je pourrais devancer de peur. Peut-être qu'on me dise, ah ben non, à un moment, travail ou autre, tu es trop âgé pour le faire. Et j'anticipe, presque comme une excuse en fait d'avoir cet âge-là. Même pas mort, c'est un podcast des Petits Frères des Pauvres, l'association qui lutte depuis 1946 contre l'isolement des personnes âgées. Dans la saison 1, on a pu constater que la vieillesse n'était pas la retraite du cœur. Avec cette nouvelle saison, l'objectif est toujours de changer de regard sur nos aînés, en arrêtant de fermer les yeux justement sur un sujet qui nous concerne toutes et tous, l'agisme. Moi je m'appelle Fiona Hyper, je suis journaliste, et je suis allée parler de préjugés, de respect et du temps qui passe avec des vieux, des moins vieux et des experts. Dans cet épisode 3, on va comprendre comment l'agisme se faufile dans les couloirs du monde professionnel. Y a-t-il vraiment une corrélation entre notre âge et notre capacité de travail ? Pourquoi on a tendance à sous-estimer les profils juniors, mais aussi les seniors ? En bref, comment les préjugés freinent-ils des carrières et toute une économie ? J'ai rendez-vous avec Madame Austin. Je croyais qu'elle devait voir son nouveau stagiaire. C'est moi. Quel âge avez-vous ? 70. Et vous ? J'ai 24 ans. Je sais, je fais plus vieille, c'est le travail qui vous vieillit, ce qui n'est pas de chance dans votre cas. Pardon. On travaille en moyenne 100 000 heures au cours de notre existence. Si le boulot occupe de nombreuses années de nos vies, quel rôle joue notre âge dans notre évolution professionnelle ? Que l'on soit jeune, ou plus si jeune, notre année de naissance a son importance. Elle peut entrer en ligne de compte au moment de décrocher un job, d'évoluer dans une entreprise, de créer sa propre boîte, de se reconvertir, de partir à la retraite, et même parfois, notre âge a une incidence dans les tâches qui nous reviennent. Alors attention, plusieurs facteurs peuvent influencer le cours de notre carrière, comme la situation maritale et la vie de famille, l'état de santé, les opportunités, la pénibilité de notre métier, la conjoncture économique, et j'en passe. Nous, le cas de figure qui nous intéresse, c'est quand l'agisme se tape l'incruste. Au travail, les discriminations et stigmatisations liées à l'âge peuvent prendre la forme d'un manque de considération, de l'attribution de missions inintéressantes, de l'absence d'évolution de poste, et même parfois d'un licenciement. Et alors ici, pas de jaloux, hein. On peut y goûter aussi bien dans nos jeunes années qu'aux portes de la retraite. Françoise, aujourd'hui 56 ans, y a été confrontée pile dans l'année de ses 50 ans, quand à la suite d'un licenciement, elle s'est retrouvée en recherche d'emploi. Pour moi, j'avais l'expérience, j'étais en forme, tout était parfait pour justement une nouvelle aventure, un nouveau challenge. Et là, en fait, d'un seul coup, on comprend que non, et que le parcours va être difficile parce que on n'a pas de réponse, on n'a pas de retour. Au départ, on le comprend pas tout de suite parce qu'on dit on n'a pas 100% de réponse, ça n'existe pas. Même, je pense à 30 ans ou à n'importe quel âge, c'est pas le sujet, mais c'est des réponses qui tournent autour, qui sont jamais cash. On va demander le salaire va être trop important, il faut quelqu'un de plus jeune pour correspondre à ces critères. Mais en fait, quand on met tout bout à bout, on comprend que le sujet, c'est les 50 ans et c'est l'âge en fait. Quand on trouve des offres d'emploi qui correspondent complètement et que derrière on nous dit non, c'est pas vous. Bon, j'étais pas tombée dans la parano face à l'âge. Je pense que c'était une vraie réalité en fait. Le cas de Françoise est loin d'être isolé. D'après une étude Ipsos de 2022 pour À compétences égales, 6 recruteurs sur 10 considèrent qu'il existe des freins à présenter des candidats seniors aux décisionnaires d'un poste à pourvoir. Vous voulez savoir les arguments qui reviennent le plus souvent ? Les travailleurs quinquagénaires auraient du mal à s'intégrer dans des équipes plus jeunes, ils auraient une faible adaptation aux nouvelles technologies, une santé plus fragile, ou encore trop peu de temps avant la retraite, ce qui est déjà un peu bancal quand on sait que pour une personne de 50 ans, on est sur minimum 14 ans d'activité. La bonne nouvelle quand même là-dedans, c'est que 6 recruteurs sur 10 aussi présentent quand même des candidatures seniors aux managers. Le problème, c'est que ça n'empêche pas les a priori de se faire ressentir dans le taux d'emploi de cette catégorie d'âge. En France, 57% des 55-64 ans travaillent, ce qui n'est pas très glorieux, puisqu'à l'échelle européenne, le taux moyen est de 62% de travailleurs seniors. L'Hexagone se place 17e sur 27. Dans le Larousse, senior définit ce qui concerne les plus de 50 ans. Ça définit aussi un sportif qui a dépassé l'âge limite des juniors et n'a pas encore atteint celui des vétérans. Et ça définit enfin quelqu'un de confirmé dans le milieu professionnel. Figurez-vous que ce terme dérive du latin senex,
qui signifie tout simplement vieux. Pour les recruteurs, on est senior à partir de 16 ans d'expérience professionnelle. Au niveau du droit du travail, on coche la case senior au-delà de 45, 55 ou 57 ans en fonction des situations. Si on met tout ça ensemble, un profil senior sous-entend donc de grandes compétences acquises au fil des années. Mais alors comment ça se fait que ce statut visiblement positif effraie les employeurs ? Hippolyte Dalbis, professeur à l'école d'économie de Paris et auteur du livre « Les seniors et l'emploi », nous répond. Le terme senior, c'est un terme qui pourrait renvoyer, vous voyez, à des organisations américaines. On peut parler des travailleurs juniors et puis des travailleurs seniors, donc c'est assez sympathique. Et puis c'est une façon un petit peu de masquer une réalité qu'on voudrait pas voir, qui est celle des vieux. Alors on ne veut pas parler de vieux travailleurs. Je pense que c'est très important ces termes de qualification parce qu'elle renvoie à des préjugés. Et puis en même temps, quand on veut lutter contre les préjugés, il faut aller plus loin et peut-être assumer le terme vieux comme le terme jeune. Quelles sont les bornes d'âge à partir desquelles on rentre finalement dans cette catégorie ? Alors habituellement, les statisticiens disent que c'est entre 55 et 64 ans. Ça affole tout le monde. Comment ça, à 55 ans, je suis déjà vieux ? Il n'y a pas de délimitation parfaite. On comprend bien que ça va dépendre du métier, ça va dépendre de sa pénibilité. Il y a des métiers, il y a des professions où finalement l'âge moyen de la population salariée est beaucoup plus élevé. Donc vous apparaissez moins vieux lorsque vous êtes dans cette population à 55 ans. Alors que dans d'autres professions, les gens sont plutôt jeunes. C'est un petit peu des préjugés aussi, mais je prends typiquement une start-up. À 55 ans, vous apparaissez comme très vieux, alors que dans d'autres professions, c'est moins le cas. C'est pas si cliché que ça, à vrai dire. Puisque selon une étude de Diversity Days publiée par Les Échos en 2022, 40% des personnes ont déjà été victimes ou témoins de discrimination au sein des start-up. Le premier critère cité ? L'âge. Françoise, d'ailleurs, est exactement dans ce cas de figure. Sa volonté de travailler en start-up a souvent été brimée, voire remise en question, par ses interlocuteurs au moment de sa recherche d'emploi. Donc, chercher en start-up parce que c'est le format qui me convient. J'aime bien pouvoir faire plein de choses différentes. Je me vois pas dans un bureau avec monotâche. Donc, c'est un milieu qui est aussi très jeune. Quand on regarde sur certaines plateformes où il y a justement la moyenne d'âge, qu'on voit 30, 34 ans, c'est bon. Alors, vous voyez, mais je me demandais même parfois si ça faisait pas rigoler en recevant le CV, en disant mais pourquoi elle envoie son CV en fait. Et ça m'a rappelé parce que j'avais eu une expérience dans l'entreprise avant où on avait refait faire le site internet. On avait pris une agence, donc je travaillais avec des jeunes du service informatique et arrive l'agence et il y avait une femme de largement plus de 60 ans qui est arrivée et donc les personnes à côté de moi me disent mais elle pourrait être ma grand-mère, comment c'est possible, et elle a commencé à parler et ils ont été scotchés et en fait derrière après la réunion ils se sont dit mais c'est incroyable, ils arrivaient pas parce que cette femme de plus de 60 ans qui allait venir leur expliquer comment faire le site internet à eux qui étaient des spécialistes dans leur domaine. C'était pas méchant, mais c'était quand même, on rigolait. C'est ma grand-mère qui va venir faire le site internet, c'est pas possible. Il y a en effet des professions qui peuvent plus valoriser l'expérience. Un cas un petit peu typique, ça aurait pu être le ou la professeur d'université. Cette figure du sage, si vous voulez, elle peut être associée à une vieillesse et donc on peut accepter d'avoir un professeur qui est plus âgé et notamment sur des disciplines qui sont des disciplines d'érudition. Maintenant, on aime aussi la figure du jeune brillant ou de la jeune brillante, qui sait tout et qui pourrait renverser les idées anciennes. Mais je pense que les deux figures peuvent coexister. C'est pas nécessaire en fait de les opposer. C'est pas leur âge en fait qui les définit. C'est plutôt finalement leurs compétences, leur envie, leur motivation, etc. Rien de nouveau sous le soleil, me direz-vous ? Les discriminations et stigmatisations liées à l'âge se nourrissent de stéréotypes tels que de potentielles difficultés d'adaptation, une certaine réticence au changement ou un possible absentéisme dû à une mauvaise santé. Notre économiste Hippolyte Dalbis continue cette liste de préjugés qui gangrènent certaines professions. Il y en a plusieurs. Le premier, c'est on perd en productivité.
pour la population normale, voilà, les gens qui ont un travail habituel, je dirais, ça on a du mal à le prouver. Et pourtant, c'est un préjugé que les personnes ou que les organisations ont. Et parfois même que les travailleurs internalisent. Vous voyez, ils vieillissent, ils se disent « moi, je suis moins productif ». Alors, ce qu'on sait, c'est qu'il y a, par exemple, des pertes d'attention, pertes un peu de mémoire, etc. Donc ça, c'est vrai, avec l'âge. Après 55 ans, etc., on peut avoir aussi des pertes de capacité physique. Mais en contrepartie, on gagne en expérience. Puis en plus, la productivité d'une organisation, c'est un collectif. C'est pas tellement un individu. Est-ce que il ou elle, est plus productif? Ça n'a pas tellement de sens. C'est vraiment, dans la plupart des organisations, c'est le mélange, c'est la rencontre entre des personnes qui ont des âges différents, mais qui ont aussi des formations différentes ou des expériences différentes. Et c'est ça qui fait la force d'un collectif. Le deuxième préjugé, c'est les vieux prennent la place des jeunes. Alors ça, c'est très fort aussi. Donc ça, on sait que c'est complètement faux. Là, pour le coup, les économistes l'ont montré. Les pays dans lesquels le taux d'emploi des travailleurs seniors est le plus élevé sont aussi ceux pour lesquels le taux d'emploi des travailleurs juniors est élevé. Donc, c'est pas quelque chose qu'on voit. Mais pourtant, c'est très ancré, et c'est ancré dans une idée qui est assez simple, qui est que le travail se partage. C'est comme le travail, c'est une espèce de gâteau. Donc, si les vieux prennent pas leur part du gâteau, il y aura plus de gâteaux pour les plus jeunes. Voilà. Ça, c'est pas comme ça que fonctionne une économie, mais c'est comme ça que la plupart des gens pensent que l'économie fonctionne. Donc cette idée du partage du gâteau, il est extrêmement, il a un impact extrêmement négatif, si je puis dire, sur les travailleurs seniors et sur la façon dont on les voit. La réalité, c'est que y a un gâteau, mais le gâteau, il grossit en fait avec les contributions des travailleurs. C'est pas comme si le travailleur senior, il venait, il prenait une part du gâteau, mais je veux dire, en prenant sa part du gâteau, il contribue à faire grossir le gâteau et donc potentiellement à donner plus de parts pour les autres. Ce généreux gâteau aux ingrédients inclusifs et intergénérationnels n'est malheureusement pas une recette très populaire. La faute a une double injustice, puisque les employés juniors sont aussi rongés par l'agisme au travail, comme nous le rappelle Marie Caillot, présidente du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse. On observe quand même dans les offres d'emploi une certaine, contradiction entre le souhait d'avoir des personnes qui sont plutôt juniors, enfin en tout cas le salaire ferait qu'on pourrait penser que ce sont des personnes juniors qui seraient recrutées, et en même temps l'exigence d'expérience systématique lors de l'emploi. C'est très fréquent qu'on voit sur des offres d'emploi dites juniors, en réalité, des demandes d'avoir au moins 3 ans d'expérience. Mais en fait, c'est pas possible d'avoir 3 ans d'expérience quand on sort de son diplôme. Et pour le coup, c'est un facteur discriminant pour les jeunes. Il y a quand même un trait aussi qu'on associe beaucoup avec la jeunesse et qui vient décrédibiliser un peu la parole, qui est l'idéal, la rêverie. C'est bien d'avoir des rêves quand on est jeune. On pourrait considérer ça comme une exigence en fait. Mais c'est rattaché à l'idéologie, au côté c'est bien de rêver quand on a 20 ans, vous verrez plus tard. Enfin, on a encore du mal à reconnaître le potentiel des jeunes, leur capacité, leur expertise, quand bien même ils n'ont pas 20 ans d'expérience, quoi. Et sinon, parfois ça peut prendre des formes assez pernicieuses, c'est-à-dire qu'on va me dire super, t'es fraîche et pétillante, un petit peu comme si ça apportait un petit peu moins de poids. C'est pas sérieux et expérimenté, c'est fraîche et pétillante, c'est la jeunesse, le dynamisme, c'est super. Et donc je trouve que c'est aussi ramener à la jeunesse de quelqu'un. Il s'est passé quelque chose d'assez intéressant dans le monde économique dernièrement. Il y a une jeune femme qui a été nommée, déléguée générale du groupe Leroy Merlin, directrice générale. C'est super intéressant de voir les réactions qu'il y a pu avoir à sa nomination, parce qu'immédiatement ça a été « oui, non mais elle doit être de la famille du groupe ». Et en fait, quand les gens ont appris qu'elle n'était pas de la famille du groupe, ils ont été vraiment sidérés. Et c'est super intéressant de voir cette réaction qu'il y a eu sur les réseaux sociaux de manière générale, pour comprendre l'image qu'on a justement de l'expertise des jeunes et des moins de 30 ans notamment. Les nouvelles générations se heurtent à un marché du travail bouché, où les CDI peuvent être difficiles d'accès. Dans son livre « Sois jeune et tais-toi », la journaliste Salomé Saké relève qu'en fonction des secteurs, plus de 2/3 des jeunes entrent sur le marché du travail via un emploi précaire, comme des successions de CDD par exemple. Elle cite des données de l'Observatoire des inégalités qui disent que
le taux d'emploi précaire des 15-24 ans est passé de 17,3% à 52,6% entre 1982 et 2020. En comparaison, ce taux est passé de 2,3 à 5,6% chez les plus de 50 ans sur la même période. Ces préjugés à l'embauche mènent à la précarité de l'emploi pour les jeunes. On a déjà des jeunes qui sont en chômage, on a des jeunes qui sont en stage. Être en stage, c'est quand même être dans un statut précaire. En fait, on gagne à peine 600 € par mois. C'est pas suffisant en fait pour payer un loyer, payer ses courses et gérer le reste. Enfin, il y a même des jeunes qui sont en stage qui sont obligés de travailler à côté. C'est une charge mentale énorme. De la même manière que on sait que les jeunes sont surreprésentés dans les emplois ubérisés qui sont des emplois hyper précaires. L'ubérisation de l'emploi, c'est quand on travaille en indépendant pour une plateforme qui, elle, nous met en contact avec le client sur le modèle des chauffeurs Uber. Donc oui, les jeunes sont en emploi précaire. Dans des situations de fragilité, on leur demande de travailler à côté. Et paradoxalement, je pense à l'emploi étudiant notamment, on a une représentation du jeune au travail qui est quand même assez terrible. C'est-à-dire que oui, il y aura toujours des personnes pour dire waouh, c'est incroyable, des jeunes qui travaillent en plus de leurs études. Bon, déjà, c'est incroyable, mais c'est pas forcément toujours souhaitable. Et il y en aura toujours pour dire ouais, mais ils font ça pour payer leur bière. En 2018, France Stratégie a mené une grande étude sur le lien entre l'âge et le niveau de salaire. Ils ont analysé les enquêtes emploi de l'INSEE sur près de 25 ans. Les auteurs ont constaté qu'en moyenne, les salaires augmentaient bien avec l'âge et les générations, surtout pour les hommes. Mais ils ont aussi conclu que dans l'hypothèse où tous les seniors resteraient dans l'emploi, les plus diplômés verraient leur salaire augmenter jusqu'à leurs 62 ans avant de stagner, tandis que les moins qualifiés verraient leur salaire diminuer à partir de 54 ans. Pour éviter ça, ils ont estimé qu'il faudrait avoir une stratégie de formation tout au long de la vie et que c'était essentiel pour maintenir un bon niveau de salaire en faisant un effort supplémentaire autour de la cinquantaine. Ce point, il est important car il rejoint un autre constat, celui que 3/4 des 55 ans et plus ne veulent pas se former et que plus d'un tiers ne se sentent pas épaulés par leur employeur pour le faire. Françoise, elle, a souhaité éviter cette situation en renvoyant dans les cordes toutes les mauvaises langues tentées de dire qu'après 50 ans, on est à la ramasse. Après mon licenciement, je suis repartie dans les formations. Je me suis formée dans les réseaux sociaux, social media. Justement, ça, je l'avais fait au fur et à mesure, mais je voulais avoir cette expérience et justifier d'une certification. Mais là encore, c'est un signe c'est un secteur qui est difficile. Et donc, je me suis lancée en freelance, en communication événementielle, pour être occupée et pour pas avoir cette position de demandeuse. On le ressent vite après quand on croise les gens. La part du travail est quand même très importante quand on va à un dîner et que tout le monde a quelque chose à dire. Ah ben non, on dit pas qu'on est à la recherche d'un emploi parce que tout de suite on n'est pas intéressant. Enfin après, je pense qu'on se le nourrit aussi soi-même. Je pense que personne est venu me dire tiens, on te parle plus parce que t'as pas d'emploi. Mais on se met dans cette position en fait et du coup ça devient très difficile. Et j'ai voulu retourner la situation en disant moi j'ai créé mon entreprise. C'était la solution pour continuer, pour pas me mettre toute seule chez moi et attendre, je ne sais pas ce que je pouvais attendre, mais voilà, c'était d'être proactif sur la situation en fait. Pendant cette période compliquée, Françoise, elle a expérimenté une autre répercussion de l'agisme qu'on a déjà évoquée dans ce podcast, la perte de confiance et la baisse de morale. Dans le travail, cet effet destructeur, il est d'autant plus terrible que notre métier contribue souvent à nous définir. L'une des premières questions que l'on pose à quelqu'un que l'on rencontre, c'est « tu fais quoi dans la vie ?» Et généralement, qu'est-ce qu'on répond ? On répond qu'on est boucher, bouchère, vendeur, vendeuse, agriculteur, agricultrice. On dit rarement que l'on travaille dans la boucherie, la vente ou l'agriculture. Ce qui fait que se sentir rejeté, indésiré dans cette sphère, abîme notre identité et porte atteinte à l'estime que l'on a de soi. Comme si aux yeux de la société, on n'était plus rien. Je me rappelle avoir eu un entretien pour une entreprise qui m'intéressait énormément. Et pendant cet entretien, je me rendais compte que j'étais vraiment pas au top, en fait. Je me rendais compte en même temps de l'entretien que j'étais en train de tout rater, en fait. Parce que j'avais plus cette énergie
Et donc là, je pense qu'à ce moment-là, je me suis dit, bon, ça sert à rien. Il faut que tu te remettes, il faut que tu sois mieux. Il faut être dans un autre état d'esprit pour y aller, parce que je pense que en face d'elle, elle a vu une femme désespérée, peut-être. J'ai pas dit vieille femme, mais pas loin. L'histoire de Françoise illustre l'agisme flagrant du monde du travail en matière d'embauche. Mais vous vous en doutez, les stigmatisations ne s'arrêtent pas sur le CV. Hippolyte Dalbis nous détaille les discriminations liées à l'âge les plus récurrentes en dehors de celles-ci. Au sein du monde du travail, alors c'est compliqué de voir comment est-ce que, en tout cas de mesurer ou de cette discrimination. Le matériau qu'on a, si vous voulez, c'est les plaintes des personnes, des choses sur on nous écoute pas, on prend pas en compte nos demandes. Je prends l'exemple de la conciliation entre la vie privée et puis la vie professionnelle. Ça, c'est quelque chose qui a été tout à fait accepté pour des parents de jeunes enfants. Donc, vous voyez, donc des personnes, mettons, de 30, 35 ans. Si le père ou la mère dit je prends mon mercredi parce qu'il y a mes enfants, maintenant, aujourd'hui, dans les entreprises, c'est quelque chose qui est accepté. Une personne de 55 ou 60 ans qui dirait à sa hiérarchie « Oui, moi je prends tel après-midi parce que je dois aller m'occuper de ma maman qui est en EHPAD », ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore accepté. Il y a encore une révolution à mener, et cette révolution, elle consisterait à vouloir que la conciliation vie privée, vie professionnelle, c'est toute la vie. C'est pas que quand on a des jeunes enfants. Selon une étude IFOP réalisée en mars 2023, les personnes de plus de 50 ans ressentent les discriminations agistes principalement dans l'absence d'augmentation de leur salaire, pour 47%, et dans le manque de promotion et de reconnaissance, pour 41%. Françoise a pu faire le même constat dans son entourage. Après, par rapport à mes amis, moi, la crainte que je peux avoir, alors que c'est de se dire sur certains qui sont en poste, de pas oser bouger parce qu'ils retrouveront pas. Mais j'ai l'impression que ça peut être vite un sujet, justement, après 45 ou 50, se dire, cette personne-là n'a pas besoin de faire d'efforts parce que de toute façon, elle est là et elle va rester. Et à l'inverse, se dire certaines qui pourraient bouger et qui ont la crainte de se dire non, maintenant je peux pas retenter une nouvelle chose, je peux pas rebouger. Alors je pense peut-être que cette période de confinement a fait changer des choses. Les gens vont plus oser des reconversions. Et je me dis, est-ce que certaines auront le courage de ça? Mais c'est un vrai courage et puis il faut pouvoir aussi financièrement le faire. Mais moi, mon inquiétude, c'est ça aussi, c'est de se dire, alors que si on a 45 ou 50 ans, il y a encore longtemps à travailler. Si on est obligé de rester parce que financièrement on n'a pas trop le choix et qu'on sait qu'on trouvera rien d'autre, je trouve ça dur et j'ai peur que ce soit une réalité pour beaucoup de personnes en fait. Se contenter de peu par peur d'avoir encore moins. Le principe de sécurité de l'emploi révèle à quel point l'agisme, qu'il soit conscientisé ou non, influe finalement sur les agissements et pensées des publics concernés, ce qui finit inévitablement par avoir des incidences sur leur bien-être, leur qualité de vie en général et leurs interactions sociales. Mais contre toute attente, les travailleurs ne sont pas les seuls à subir les conséquences des discriminations liées à l'âge. Les entreprises et même les pays sont également perdants face à l'agisme. Selon les estimations de l'OMS pour l'Australie, si 5% des personnes âgées de 55 ans ou plus étaient employées, ça aurait chaque année un impact positif de 48 milliards de dollars australiens sur l'économie nationale. Je crois qu'il faut rappeler que les discriminations sont des infractions pénales passibles de 3 ans de prison et de 45 000 € d'amende. Toute personne discriminée, du fait de son âge ou d'un autre motif défini par la loi, peut porter plainte. Le Code du travail liste 8 cas dans lesquels la discrimination peut être retenue dans le milieu professionnel. Il y a l'embauche, le licenciement, le renouvellement de contrat, les mutations ou promotions, la rémunération, la formation, le reclassement et les tâches confiées aux salariés. La réforme des retraites a mis en évidence l'ambiguïté qui persiste entre l'avancée en âge et la vie professionnelle. Alors que les carrières s'allongent, l'emploi des plus de 50 ans n'est pas franchement au beau fixe. Pour que ces années supplémentaires soient le mieux vécues possible par toutes et tous, le monde professionnel doit continuer à s'adapter.
Plus de 40 grandes entreprises françaises ont signé une charte d'engagement contre la discrimination liée à l'âge, à l'initiative de L'Oréal et du Club Landois. Les Galeries Lafayette, Pernod Ricard ou encore Siemens se sont ainsi engagés à embaucher des personnes de tout âge, à offrir des opportunités d'évolution, à soutenir les aidants ou encore à favoriser le partage d'expériences entre générations. Si l'employabilité des seniors semble être une montagne à gravir pour certains, des solutions existent pour valoriser cette catégorie d'employés. Dès 45 ans, on peut mettre en place des entretiens de deuxième partie de carrière pour faire le point et définir des formations, des envies d'évolution. On peut aussi se tourner vers le temps partiel senior pour réduire son temps de travail sans être impacté financièrement à la retraite. On peut tester le mentorat et le tutorat pour contribuer à la formation d'un salarié en capitalisant sur les savoirs acquis. On peut également essayer le mécénat de compétences senior pour passer jusqu'à 3 ans au sein d'une structure d'intérêt général, tout en restant salarié de son entreprise jusqu'à la retraite à taux plein. Hippolyte Dalbis nous donne ses prévisions pour l'avenir de la relation ambivalente qu'entretiennent l'emploi et les seniors. Je dirais qu'aujourd'hui, on est vraiment sur un point de bascule. Parce qu'il y a les réformes des retraites, parce qu'il y a les réformes de l'assurance chômage, et puis parce que aussi la situation du marché du travail est telle que on manque de bras en fait dans les entreprises. On a besoin de retenir les gens. Vous avez un paysage qui fait que on va continuer à travailler, à mon avis, un peu plus longtemps. Après, la solution elle est très simple, c'est la reconversion. Et une des maladies que l'on a en France, c'est que on est très vite dans une case et on reste dans la case. Et ça, on a du mal à changer les choses. Lorsqu'on souhaite le faire, on y arrive. Typiquement, c'est les militaires. Il y a un service au ministère des Armées qui s'occupe finalement de la reconversion et du passage au civil en fait des anciens militaires. C'est quelque chose qui marche et qui marche très bien. Et donc c'est possible d'avoir été militaire pendant 20-30 ans et puis après travailler dans une entreprise. Et donc moi je dis, je vois pas pourquoi ce serait pas possible de faire 20 ans d'enseignement et puis après aller dans une entreprise. Il faut des moyens, ça se fait pas parce qu'on décide de le faire ou parce que c'est bien de le faire, mais il y a un gain considérable à le mettre en place. Moi, je pense qu'il très nettement, il faut voir les personnes, et puis il faut voir les personnes dans leur diversité d'âge, dans leur diversité de compétences. Et c'est réellement cette richesse qui fait progresser les organisations. Pour ne pas laisser les nouveaux actifs de côté, tout en éjectant les plus anciens, la sphère professionnelle, elle n'a pas vraiment le choix que de s'ouvrir à l'intergénérationnel. Le dernier rapport annuel des Petits Frères des Pauvres révèle que le travail est l'endroit où les actifs au-dessus de 60 ans côtoie le plus de personnes ayant 20 à 40 ans de moins qu'eux, en dehors de la famille évidemment. C'est un fait, l'univers de l'entreprise est catalyseur de mixité sociale. Dans cet épisode, on a vu que mélanger les âges revenait à faire de la place aux idées novatrices des juniors, tout en pouvant compter sur les compétences durement acquises des profils seniors. Qui n'a pas évolué grâce à un mentor ? La transmission par le partage bénéficie à tout le monde, même à l'économie d'un pays. On a aussi constaté que pour construire ces relations indispensables, chacun doit se sentir à sa place, être apprécié, valorisé. Sans cela, l'agisme s'immisce tel un venin qui nous gangrène jusqu'à nous pousser vers la sortie de la société. Ça arrive vite, le fait de se sentir désarçonné quand on ne trouve pas de mission de bénévolat après 50 ans, comme Catherine dans l'épisode 2, ou le fait de regretter qu'on nous dise quoi faire en nous criant dessus, comme Anne-Marie dans l'épisode 1. En attendant que l'agisme batte enfin en retraite, on a quand même une bonne nouvelle. Françoise a fini par retrouver un emploi dans une nouvelle branche et elle est totalement épanouie. On lui laisse le mot de la fin. Ça fait 3 ans et c'est ce qui est agréable et ce qui aussi donne de l'espoir, c'est que c'est pas un sujet en fait, l'âge. Tout le monde a différentes phases et je pense que c'est important que tout le monde travaille ensemble et ça apporte les différentes choses qui peuvent s'apporter, l'expérience pour les uns, la nouveauté, les idées toutes fraîches qu'ils peuvent avoir. Ça serait bien qu'on n'en parle pas parce que c'est plus un sujet. Finalement, ça serait ça l'idéal. Vous venez d'écouter Même pas mort, un podcast proposé par les Petits Frères des Pauvres. J'ai écrit, réalisé et monté cet épisode. Orphée Loro en a fait le mixage et Audio Tactique en a composé la musique. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager, à le noter 5 étoiles sur les plateformes et surtout à en parler autour de vous. Et pour aller plus loin, rendez-vous sur les réseaux sociaux et sur le site des Petits Frères des Pauvres. À très vite!